Des myriades de couleurs et de lumière. Mais ce n'est que le début du spectacle. La lumière visible, l'arc-en-ciel que l'on voit au milieu, n'est qu'une partie de l'ensemble du rayonnement spectral. Il s'étend des rayons gamma d'un côté aux ondes radio de l'autre. Cette minuscule bande de lumière visible à l'œil nu, c'est le seul rayonnement que nous sommes capables de voir. L'ensemble du rayonnement spectral est invisible. Ce que nous voyons, c'est la réflexion de la lumière sur les particules de l'atmosphère. Le Soleil, en lumière visible ordinaire, une infime fraction de son rayonnement, mais il nous donne cependant des indices. La chaleur que nous sentons sur nos corps, ce sont les rayons infrarouges. Le bronzage, ce sont les rayons ultraviolets. Les télescopes optiques ne peuvent voir que la lumière visible et il manque une grande partie du spectacle. Pour obtenir une vision totale du spectre de l'univers, il faut avoir recours à une astronomie différente. C'est frustrant. Bien que l'orchestre joue toute la partition, nous ne sommes capables d'entendre qu'une petite partie des notes. C'est la même chose dans le ciel. La lumière visible ne représente qu'une note ou deux du spectre. Nous avons besoin de toute la portée, de tout le rayonnement, pour pouvoir entendre l'orchestre cosmique au complet. Dans tout le rayonnement spectral, ce sont les ondes radio qui sont les plus longues. Nous les détectons dans des récipients réservés à cet effet et nous obtenons des photos. Un quasar, le cœur d'une galaxie lointaine. Une image que l'on peut voir à la fois en lumière visible et en radio. Enlevez le visible et vous continuez à voir l'onde radio, mais cette fois sous forme de jet. Voici une image optique de la galaxie Centaurus A. Les ondes radio montrent que tout est en mouvement, conséquence d'une collision galactique. Un pulsar, une étoile minuscule mais extrêmement dense qui tourne sur elle-même 30 fois par seconde. Grâce aux ondes radio, on peut voir le rayonnement de ces puissants faisceaux. Le long du spectre de l'onde radio à l'infrarouge. L'infrarouge ne peut être détecté que depuis les régions les plus sèches de la Terre, car il est absorbé par la vapeur d'eau. Les sommets des montagnes arides ou les déserts de l'Antarctique sont des sites idéaux, car l'eau au pôle sud est complètement gelée. Pour les astronomes, l'infrarouge est très important. Il révèle la présence de poussière cosmique chaude. Mais, tout comme l'ultraviolet et le rayonnement radio de très grande longueur d'onde, l'infrarouge pénètre très peu notre atmosphère. En gros, seule la lumière visible passe au travers. La plupart des ondes invisibles est absorbée par notre bouclier atmosphérique. Pour surmonter ce problème, des détecteurs ont été placés en orbite autour de la Terre. Voici ISO, l'Observatoire spatial infrarouge. ISO doit rester froid pour ne pas être aveuglé par son propre rayonnement. Tout ce qui est chaud émet dans l'infrarouge. Les circuits de l'hélium liquide absorbent la chaleur et la ventilent hors du vaisseau. Avec moins de 170 degrés, ISO est le laboratoire le plus froid de l'univers. Pourtant, ces images en infrarouge sont d'une actualité brûlante. Ici, dans la constellation d'Orion, l'infrarouge dévoile de gigantesques nuages de gaz et de poussière, un berceau d'étoiles. En lumière visible, voici l'immense nuage de Magellan, une galaxie très proche de la nôtre. Vu en infrarouge, on découvre de vastes régions de poussière où naissent les étoiles. La galaxie d'Andromède en lumière ordinaire. Et ici, sous différentes longueurs d'onde en infrarouge. En cartographiant les nuages où naissent les étoiles, l'infrarouge nous montre la structure en spirale d'Andromède. Au sein même de notre galaxie, ISO collecte la lumière provenant des nuages qui se trouvent entre les étoiles. C'est la tâche de son spectromètre à grande longueur d'onde. Il nous donne des images de nébuleuses sur le point d'accoucher de nouvelles étoiles. Toujours en infrarouge, ISO traque une comète aux alentours de la Terre. Sa queue ressemble à la trace d'un avion à réaction. En lumière visible, le cœur d'une comète reste dans l'ombre.
Mais les rayons infrarouges permettent de voir à travers les couches de poussière qui entourent le noyau. La composition d'une comète, une empreinte digitale en infrarouge. En 1997, ISO détecte de l'eau sur la comète Hale-Bopp. Et quand ISO scrute en direction du centre de notre galaxie, il y détecte également de l'eau en abondance, une source de vie. ISO, un œil sur l'invisible. A l'inverse, le télescope spatial Hubble est réputé pour traquer la lumière visible. Toutefois, il peut également voir de part et d'autre du visible, en infrarouge d'un côté et en ultraviolet de l'autre, un peu comme le dévoilement progressif d'un paysage cosmique. En lumière visible, voici un détail de la nébuleuse d'Orion vue par Hubble. À travers la poussière, Hubble découvre des cocons de jeunes étoiles en infrarouge. Toujours en lumière visible, cette photo prise par Hubble nous invite à explorer une autre partie du spectre. Le halo bleu nous vient du rayonnement des ultraviolets dégagés par de jeunes étoiles très chaudes. La galaxie d'Andromède en lumière visible. Mais en ultraviolet, des nuages de gaz chauds ou des étoiles massives meurent jeunes. Voici la comète de Halley en ultraviolet. Le bleu sombre représente un nuage d'hydrogène enveloppant totalement la comète. Une image en accéléré du Soleil. Les ultraviolets révèlent une surface bouillonnante. En ondes plus courtes, c'est-à-dire en rayons X, voici les régions les plus chaudes et les plus énergétiques, ainsi que la couronne, l'atmosphère échevelée du Soleil. Le ciel tel qu'on le voit la nuit, le même à travers les rayons X. L'observatoire Rosat, placé sur orbite, prend pour cible les taches chaudes du cosmos. Il découvre 60 000 sources de rayons X. Comme cette galaxie avec son noyau turbulent est très probablement un trou noir. Aucun doute possible quant à la galaxie M87 sur la gauche. Cette tache le confirme. C'est un jet de matière qui provient d'un trou noir, plus visible sur une simulation en rayons X. Les vestiges d'une supernova, des rayons X venant des entrailles palpitantes d'une étoile qui a explosé. Voici la nébuleuse du Crabe et son pulsar, les restes d'une étoile qui a explosé. Elle tourne comme une toupie, émettant des faisceaux de lumière comme le ferait un phare. Le pulsar en rayon X, là il est éteint, là il est allumé, et ceci 30 fois par seconde. Les rayons X révèlent toute l'énergie du pulsar, capable d'illuminer la nébuleuse entière. Depuis la navette spatiale américaine, l'observatoire Compton est lâché sur orbite. Il détecte les rayons gamma, le rayonnement le plus énergétique de tous. Compton découvre ici des jets de gaz de 100 millions de degrés éjectés d'un trou noir supermassif. Il cartographie les sources des sursauts gamma, provoquant de mystérieuses explosions d'énergie. Ils semblent provenir du fin fond de l'univers. Voici en rayon gamma un panorama de notre galaxie, la Voie lactée. La bande chaude qui la traverse provient de rayons cosmiques entrant en collision avec du gaz interstellaire. La Voie lactée en rayon X. Puis en infrarouge, révélant la présence de poussière. Ensuite, en ondes radio. Et enfin, dans le rayonnement que nous connaissons le mieux, la lumière visible. Ce n'est là qu'une toute petite partie de l'orchestre cosmique, mais c'est peut-être aussi la plus belle.